Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Philippe Foisy. Philippe, bien sûr, est un des premiers étudiants du Collège MREX, même s'il était déjà actuaire, fellow au niveau international. Il travaillait dans un poste super intéressant en finance. Philippe, maintenant, est professeur au Collège MREX depuis quelques années et, bien sûr, est une pointure très importante au Collège MREX. Et on va se gâter aujourd'hui. Étant deux gars d'ingénierie financière, on va parler d'ingénierie financière, de premier niveau, de deuxième niveau, de gestion de portefeuille. Honnêtement, prenez-vous un bon verre, un bon café, quelque chose, asseyez-vous. Si vous êtes en voiture, montez le son. Ça va être un épisode extrêmement intéressant aujourd'hui. On va attaquer un paquet de principes, puis on va avoir du fun en plus. Salut Phil, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Fait que c'est rendu quoi, là? Ça fait combien de fois que tu viens à Retour sur l'investissement? Ma troisième fois. Troisième, Ouais. c'est bon. Je pense 203, on est à la troisième. Je pense que c'est toi qui as le record, là, à date. Pour vrai? Ben, il me semble. Je suis ton préféré, ça veut dire. T'es mon préféré. T'es mon OG. T'es là depuis le début. Fait que, comme d'habitude, quand on est ensemble, on parle de art, puis de dessin, puis de gestion immobilière, c'est ça? Oui, Ouais, exactement. Avec un peu de culture musicale. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, quand on est ensemble, on parlait de mathématiques, puis d'ingénierie financière, puis... Des bonnes chances que la discussion c'est ça, il y a bonnes chances que ça s'en aille vers ça, là. Fait que aujourd'hui, je voulais parler... je voulais aller plus loin dans l'ingénierie financière, puis de parler de ça vraiment d'un niveau high level, puis pour que les gens qui sont à l'écoute aussi soient conscientisés davantage au travail que nous on fait, puis la manière aussi qu'on enseigne, puis qu'on suggère aux gens d'appliquer nos enseignements. Mais, tu sais, souvent les gens pensent que l'ingénierie financière, en fait, souvent les gens ne savent même pas c'est quoi, là, de base, hein, on le sait. Mais mettons, pour ceux qui savent c'est quoi l'ingénierie financière, puis qui nous entendent radoter depuis quelque temps. Là, il y en a qui trouvent le terme trop fancy aussi. Trop fancy, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop compliqué. Mais ça. peu importe de toute façon. L'immobilier, c'est pas supposé être compliqué. C'est ça. Écoute, c'est bien facile l'immobilier. Bien facile. Mais généralement, les gens, ils perçoivent l'ingénierie financière comme étant l'espèce de science d'analyse d'immeubles, puis d'analyse d'acquisition, puis comment, tu sais, comme mieux structurer un deal pour faire un bon achat. Mais l'ingénierie financière, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup, en fait, ça c'est vraiment juste une petite partie de ce qu'on fait. Une grande partie de ce travail-là d'ingénierie financière, puis pourquoi on l'enseigne aux gens, aux investisseurs, c'est que c'est toute la partie planification, prise de décision stratégique au cours de ta carrière, tu sais, ce qu'on va appeler la gestion de portefeuille, la gestion des cash flows, toutes les décisions de refinancement, d'achat futur, de revente future, les prises de décision au niveau des rénovations doivent être drivées par l'ingénierie financière. Et bien sûr, les partenariats et tout ça. Tu sais, finalement, l'ingénierie financière englobe beaucoup de choses. Énormément. C'est quoi, tu sais, on en parlait tantôt, tu parlais surtout de la gestion des cash flows et des décisions une fois qu'on a des immeubles. C'est quoi les points les plus importants pour toi là-dedans au niveau de l'ingénierie financière? Bien, tu sais, c'est à ce niveau-là parce que, comme tu dis, l'ingénierie financière pour les gens, c'est beaucoup à l'acquisition d'un immeuble. Ouais. Fait qu'on est dans le niveau micro de la chose. On regarde, là, on a une loupe, là, puis on regarde l'immeuble. Puis là, est-ce que le prix que je paye, c'est le bon? Est-ce que ça va bien se financer? Après ça, je vais mettre combien de rénovations? Je vais augmenter de combien les revenus? Puis, ainsi de suite, pour que le projet, est-ce qu'il fait du sens ou pas? Ouais. OK? Le travail qu'on fait dans un chiffrier quand on voit un immeuble qui est à vendre. Exact. Puis ou qu'on a une offre d'achat dessus, puis qu'on retourne réviser nos chiffres. Puis là, après ça c'est la base. Ça, c'est la base pour des acquisitions. Mais après ça, c'est de ça qu'on parlait tantôt aussi, c'est que un investisseur, ça a une carrière d'investisseur. OK? Une carrière puis il y en a des jeunes, des fois, dans nos cours qui rentrent, puis ils ont 20 ans. Là. Oh oui, c'est ils ont clair. 20 ans, puis là, je commence à me sentir vieux, même Ah, si je moi me aussi. considère très jeune. Puis là, tes voix, ils ont 20 ans, puis tu te dis, eux autres sont déjà là à se former. Puis s'ils aiment ce qu'ils font, ils se rendent compte qu'ils aiment ça, puis ils font un bout de chemin avec ça, ils vont peut-être passer 40, 50 ans à faire de l'investissement immobilier. C'est clair. Puis l'ingénierie financière, c'est ça, c'est là que c'est plus juste un immeuble que tu achètes, ton premier immeuble, ton deuxième. C'est comme année que tu es rendu au 50e, tu en as 49 autres. Ouais.
Puis tu viens de créer un écosystème en soi, Exact. un écosystème financier. C'est Puis c'est là qu'on parle de gestion de portefeuille. Puis c'est là que souvent les investisseurs, on les voit, puis même ceux qui se forment vont commencer, puis là ils vont développer l'ingénierie financière de base pour analyser. Moi j'appelle ça l'ingénierie financière de premier niveau. Premier niveau, exact. Fait qu'on est vraiment au micro, mais plus que tu grossis, puis plus que, puis on s'entend, il n'y a pas tout le monde qui sont des mathématiciens. Ça a déjà été dit. À un moment donné, si tu ne veux pas te spécialiser là-dedans, apprends la base, comprends le langage, puis après ça, fais affaire avec des gens, soit des partenaires ou des professionnels, des conseillers, qui vont te faire le détail. Mais même si, c'est comme n'importe quoi en rénovation. Moi, j'ai plusieurs projets qui ont de la rénovation. Moi, plutôt en construction, c'est à peu près le même niveau de talent. C'est à peu près, c'est ça. Exact. Là, en on est meilleur en finance. comme Brad Pitt dans Moneyball. Là. There's a 6 feet of crap, là, puis c'est ça. Nous, on est là. On est les deux tatas en dessous. Là. Exact. Fait que, mais quand je parle avec mon entrepreneur, je suis capable de comprendre son langage. Moi aussi. Puis toi aussi, exactement. Fait que ça, c'est la base. Tout le monde devrait avoir cette base-là. Puis après ça, sinon, il faut faire avec des professionnels. Mais dans le fond, où qu'on s'en allait, c'est que là, tu vas évoluer, tu vas acheter, ta première année, tu vas acheter un bloc. Puis là, il y a le petit parcours un peu typique. Là, tu vas faire ta job dedans, tu vas créer de l'équité. Là, tu vas te racheter 2 blocs l'année d'après. Puis tu vas probablement suivre si tu mets les efforts, puis que tu es bien conseillé, puis tout. La fameuse courbe exponentielle de croissance. Un bloc à l'année 0, 2 blocs à l'année 5, puis après ça, 4 blocs à l'année 10, puis après ça, 8 blocs à l'année 15, puis tu es rendu avec un beau petit portefeuille immobilier sans avoir été cowboy, sans avoir été fourré. Exact. Là, fait qu'on le vulgarise, mais c'est le classique de l'effet composé. Mais une fois que tu es rendu dans ta 3e année puis que tu as plusieurs blocs, puis là, on ne rentrera pas dans tout ce qui est de scaling business puis d'organiser opérationnellement, mais financièrement, tu as le même job à faire. C'est que là, tu as plusieurs blocs avec des refinancements différents, puis là, tu as le bloc que tu aimerais acheter. Puis, on en parle souvent dans les cours. Si tu as un 50 000 de libre sur une marge de crédit ou comme de refinancement, c'est quoi ta première pulsion comme investisseur immobilier? Je vais m'acheter un autre bloc. C'est clair. Ça brûle dans nos poches. C'est ça, exact. Fait que là, il y en a qui disent « OK, non, tu devrais gérer le risque un peu. » Puis là, il y en a qui se disent « Non, il faudrait que tu te calmes un peu parce que cet argent-là, tu pourrais en avoir besoin. » Puis là, il y a toute cette gestion de portefeuille-là qui rentre. Mais dans le fond, c'est plus que ton parc grossit, plus que tu as besoin d'amener cette ingénierie financière-là, plus high level dans ton parc. Puis c'est là qu'on rentre dans la gestion de portefeuille. Absolument. Puis ça, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui encore qui ne passent pas cette étape-là. En fait, c'est le gros du travail de l'ingénierie financière. Tu sais, c'est de l'ingénierie financière de 2e niveau. Là. Puis même, il y a un 3e niveau. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais tu sais, moi, je trouve que ça s'apparente beaucoup à... Le premier niveau, c'est tu prends des photos. Tu sais, tu prends une photo de telle acquisition, une photo de l'autre acquisition. Puis là, tu as comme un ensemble. Tu as peut-être 3-4 photos. Puis c'est tout. Mais tu n'as pas l'album photo. Puis là, tu n'as pas l'album photo. Ça, c'est le 2e niveau. Puis dans l'album photo, ben tu sais, tu as pris une photo de tel immeuble, bien, tu devrais prendre une photo de cet immeuble-là jour 0, jour 30, jour 365, tu sais, année 3, année 5. Continuellement à reprendre des photos pour suivre l'évolution puis d'organiser dans ton gros livret. Ça, c'est de l'ingénierie financière de 2e niveau. Tu sais. Je pense que je l'ai quand même dit assez souvent, je ne sais pas, dans des podcasts ou dans des cours, là, à un moment donné, on parle de fil. Où est-ce qu'on a dit ça? Là, peut-être dans une retraite de la Meurthe ou je ne sais pas. Mais je suis toujours extrêmement surpris par le fait que les gens mettent autant d'énergie dans l'analyse d'un deal, puis qu'une fois qu'ils l'ont acheté, ou même pas acheté, qu'ils ne retournent jamais à réanalyser. Non, exact. Ça, c'est... Tellement de leçons. Dans les deals que tu n'achètes pas, il y a beaucoup de leçons. Moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est du backtesting. Exact. Ce qu'on appelle l'analyse rétrospective. C'est ça, exact, en rétroaction. Là. Ça permet aussi de te remettre en question de c'est quoi tes croyances puis tes barèmes. Parce que, tu sais, un exemple, on entend beaucoup le marché est trop cher. Le marché est trop cher. Puis ça fait des années. Là. Moi, ça fait 10 ans que je suis en immobilier au Québec. Là. Puis, toi, ça fait, mettons, 5-6 ans là, que tu as vraiment accéléré. Plus dans vraiment dans l'immobilier. Puis, tu es sorti de la grosse finance. Là, mais
on l'entend depuis un méchant bout, là. Le marché Puis, est trop cher, ouais. Je suis convaincu que si on va backtester, faire une rétroaction d'analyse d'immeuble de v'là 5 ans, tu fais comme aïe Et aïe. on fait du rendement à tabarouette. Oui. Puis d'ailleurs. Qui était trop cher à l'époque. D'ailleurs, il y a un immeuble. il y a un immeuble que toi, tu as posté dans un groupe de discussion. C'est-tu quoi, il y a 2 ans à peu près? Ça fait 2 ans. 2 ans. Tu as posté un immeuble à vendre, un de tes immeubles à toi. Ouais. Tu offrais une balance de prix de vente. Tu vendais La un. totalité de la mise de fonds. C'est ça. C'était un prix, on va se le dire, c'était. Cher. Pour le marché à ce moment-là, cher. Oui. Je vais appeler ça avant-gardiste. Qui avait de l'air, c'est ça, avant-gardiste. Qui avait de l'air cher, même si on sait que, bon, puis toi, le Les mot chiffres cher. fitaient. C'est Les ça. chiffres, C'est ils ça. fonctionnaient. Mais d'un point de vue, le prix par porte était cher. Oui, c'était comme un peu. comme- On n'en voyait pas. On n'avait pas Ouais. vu des ventes comme ça. C'était comme puis- 950 000 pour un 6 logements, je pense. Oui, ben moi, c'était 1 million que je demandais, c'était 1 million. avec la balance de prix pleinement financée, OK. parce que je voulais faire notre projet début 2018. Ouais. Puis en fait, tu dis que c'était cher. Les 2 6 Pas moi logements... qui ai dit que c'était cher, Non, c'était- non, je sais, mais que le monde disait que c'était Ouais, cher. c'est ça. Les 2 6 logements les plus chers qui se sont vendus à Longueuil Ouais. après, plus tard en 2018 à l'été, c'est moi qui les ai achetés. T'es-tu sérieux? C'est moi qui les ai achetés. Wow. C'était 2 immeubles à Brandon puis Mathieu, là, Ouais. qu'on a souvent Ouais. vu ici. Puis j'ai acheté ça à 960 000 chaque. Puis tu sais, Et là, à ce moment-là, tout le monde qui a vu ces transactions-là, pendant longtemps, c'est resté, là, les évaluateurs gris sortaient ça. oh, Puis oui. c'était les immeubles Puis les le plus chers monde de la porte qui t'attaquait étaient pour la sortis. vente de ton immeuble, puis le monde disait que t'étais fou, puis blablabla. Puis je me rappelle, moi, je suis allé te défendre, puis Ouais, le monde ça avait était... fait couler de l'encre. Ouais, ça avait fait couler l'angle, c'était incroyable. Puis là, je sais pas pourquoi, dernièrement, quelqu'un a comme ressorti la discussion des Ouais, il y a boulamites. JP Martin qui est allé... Ouais, qui est allé comme commenter, fait que ça a allé ressorti dans les commenter, feeds ça de tout le l'a monde. sorti. Puis là, j'étais retombé là-dessus, puis j'étais comme aïe aïe. Puis il est Puis, mort de rire de l'avoir gardé. puis c'est ça, c'est Phil la est mort conclusion. Phil est mort de rire de l'avoir gardé. Puis les 300 quelques personnes qui t'ont lancé des tomates en disant ça n'a pas de bon sens que tu vends ça à ce prix-là, maudit fou, blablabla. Ouais. Aujourd'hui, ces 300-là auraient dû tous l'acheter. Exactement. C'est ce qu'on leur disait, mais le niveau. Fait que c'est pour ça, tout ça pour dire que c'est important de comprendre que l'ingénierie financière, c'est pas juste d'analyser un immeuble quand tu l'achètes, mais de retourner en arrière puis de refaire des analyses. Puis Ouais. ça, c'est dans le cas où tu n'as pas acheté un immeuble, parce que des fois, ça te permet de faire comme hey, à ta peu aujourd'hui, là, est-ce que mes attentes, finalement, est-ce que je suis en train de répéter la même erreur Ouais. ou j'ai passé à côté de cette opportunité-là il y a 2 ans? Est-ce que je suis en train de répéter la même erreur? Est-ce que je devrais remettre à jour mes attentes de rendement, de prix, de TGA, de toutes ces choses-là? Ça, c'est super bon pour ça. Puis aussi, c'est si tu as acheté un immeuble aussi, de continuellement mettre à jour, moi, je suggère à chaque trimestre ou au moins 2 fois par année, ou une Ouais. fois par année, de mettre à jour ton chiffrier d'analyse initiale, Ouais. de le faire un side-by-side à côté, puis de voir c'est quoi la performance ex post versus ton analyse ex ante, tu sais, Ouais. ton analyse avant l'achat Ouais, versus ton analyse après l'achat. Les actuaires, on appelait ça du actual to expected. Actual Tu to compares expected, exact. vraiment Ouais. Ce qui s'est passé avec ce que c'était quoi tes attentes. C'est ça, tes hypothèses exactement. de base au début. Puis là, ça te permet aussi de voir, OK, tu sais, j'ai sous-évalué, surévalué, puis au lieu d'être réactif, là, tu peux être encore plus proactif dans ta gestion de portefeuille. Ouais, exact. Parce que peut-être que là, tu as du levier que tu ne pensais pas que tu avais, mais qui est là, puis qui est dormant. Bien, puis on sait, avec l'effet composé que tu as dit tantôt, on veut, à quelque part, maximiser ça tout en gérant notre Oui, risque. exact. tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, cet exemple-là, là, on n'est pas là à sortir ça parce que là, on veut se penser cool. On Non, a raison. c'est Là, pas pour tu sais. baver le monde, mais tu sais, On le avait monde, raison, c'est pas ça. ben, à quelque part, on veut les baver un petit peu. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, il y a du monde qui ont été extrêmement déplacés puis déplaisants Ouais, il y a dans, quelqu'un qui s'est fait sortir dans du leur, groupe sur cette dans base-là, leur là. petitesse d'esprit. Puis, Mais, tu sais, ultimement, c'est justement juste de développer cette compréhension-là en profondeur Ouais. du marché puis des rendements immobiliers. ouais. Parce que là, tu peux le faire sur un immeuble, mais quand tu l'as fait sur 2-3 immeubles de ton portefeuille ou ceux que tu n'as pas achetés, puis que tu... Moi, je me rappelle plus, c'était sur la rue Daniel à Longueuil, mais il y avait un 8plex dans le coin de... Je me rappelle plus il était à combien le prix, mais Ouais. j'avais voulu l'acheter. Je travaillais avec Jean Sasseville à l'époque là, Ouais. comme courtier, puis j'avais passé proche, puis je me rappelle après d'avoir dit hey, je ne l'ai pas acheté, puis ça aurait été un tabarouette de bon... Ouais. Tu sais, ça aurait été tout un achat. Puis c'est de voir autant les coûts qu'on a réussi que les coûts qu'on a, les immeubles qu'on a manqués, puis de voir aujourd'hui, là, à un moment donné, tu le sais, dans ta région, ça se loue combien, Oh, oui. tes optimisations, tu les amènes à combien de valeur. Tu sais, moi, mes Splex, à un moment donné, j'en ai refinancé 3-4 cette année à Longueuil, optimisé. Ouais. Je sais combien que ça vaut une fois Oh, optimisé. ouais. Quand que je n'achète un maintenant, je le sais, en date d'aujourd'hui, si en 2 jours, toutes les rénaux se faisaient, puis tout ça Ouais. roulouait, il vaudrait combien après?
la banque vient de me reconnaître 4 valeurs pareilles dans les mêmes secteurs avec les mêmes paramètres. Fait qu'à un moment donné, tu développes cette compréhension-là du marché, mais des rendements immobiliers aussi. Puis c'est que ça devient plus juste une affaire d'un immeuble, ça devient ton portefeuille au complet après que tu peux plus. Ouais. Une des choses que les étudiants me demandent souvent, quand ils rentrent dans le chiffrier, c'est « Hey, mon taux d'actualisation de la vanne ou mon rendement attendu, qu'est-ce que je devrais mettre? » OK? Ben là, oui, il y a une question philosophique de tu t'attends à combien de rendement, puis ton coût moyen pondérant en capital. Ton coût moyen du pondérant capital, ces choses-là. Mais après ça aussi, ou le taux de réinvestissement des projets, comme pour calculer le taux de rendement interne modifié, ils disent c'est quoi que je mets là? Ben moi, je leur dis, tu devrais mettre ta moyenne au bâton. Si en moyenne, tu frappes pour 330 au baseball, ben c'est ça ta moyenne au bâton. Tu vas faire 2 coups de circuit, tu vas te faire striker 2-3 fois, mais à un moment donné, ça va te revenir à la moyenne. Fait que c'est ça que tu devrais mettre. Mais ta moyenne au bâton, tu ne peux pas la savoir si tu n'as pas analysé les 5-6 projets que tu as faits dans les 2 dernières années. C'est quoi qu'ils ont fait? Que tu peux aller en profondeur. OK, c'est quoi que moi j'ai créé? Puis c'est quoi que j'ai été locker? Parce que finalement, le revenu moyen pour un 5,5 de loyer, il a monté 15 de plus que ce que je pensais. Puis c'est comme du gravy, là, mais tu sais, de vraiment bien isoler chaque chose puis de comprendre ton rendement de projet vient d'où. Parce que des fois, ça se peut que ton projet, tu te sois planté versus ce que tu as pensé au début. C'est clair. Puis que tu as été sauvé par la banque, par les taux d'intérêt qui ont descendu. Ou par le marché locatif. Le marché locatif en effervescence. C'est parce que le problème, c'est que si tu ne fais pas ce travail-là, tu peux t'en sortir pendant bien des années. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs que dans les 10-15 dernières années, se sont sortis beaucoup par ça. Puis j'en parle beaucoup du biais du survivant. Exact. Puis eux, ils ont le biais de confirmation en plus, parce qu'au final, le marché ou des forces externes viennent confirmer leur erreur comme étant quelque chose de positif. Fait qu'ils ont fait des erreurs dans leurs analyses puis dans leurs transactions, mais ils ont survécu pareil grâce au marché, mais eux, ils pensent qu'ils ont survécu parce qu'ils font la bonne chose. Exact. Alors que s'ils avaient fait la bonne chose, en plus du marché, il y aurait peut-être le triple ou le quadruple de leur valeur en ce moment. Sauf que le mec, le marché s'en revire de bord, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va s'en revirer de bord. Les gens pensent à tort que le marché immobilier fait juste toujours monter. C'est pas vrai. Il n'y a aucune statistique, aucune étude qui nous démontre que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cyclique. C'est clair que c'est moins... le cycle est moins violent qu'exemple dans le marché boursier, par exemple, ou dans le marché du Forex, mais ça reste que c'est quand même cyclique. Puis tu dois te protéger contre ça parce que, tu sais, c'est comme je le disais souvent dans mon autre carrière en performance humaine, quand je traite des athlètes olympiques, dans ce domaine-là, la plupart des gens se concentrent à augmenter la force, puis la puissance, puis la vitesse des athlètes. C'est toujours bigger, faster, stronger, more powerful. C'est ça que les gens veulent. Mais au final, la plupart des athlètes n'ont pas la capacité de tout utiliser la force et la vitesse qu'ils ont à cause d'un paquet d'inefficiences, exemple au niveau de leur biomécanique, au niveau de leurs articulations, au niveau de leur transfert de force-puissance et tout ça. Donc, ce que je disais souvent à eux, puis le problème, c'est que quand tu n'es pas efficient, quand tu rajoutes de la force, tu finis par te blesser. C'est comme un char. Si la voiture n'a pas une transmission pour un moteur de 150 HP, puis que tu rajoutes 300 HP par-dessus, puis que tu ne mets pas des bons tailleurs, puis que tu ne touches pas à la transition, les tailleurs, ils vont brûler, puis tu ne réussiras pas à décoller plus vite, parce qu'il y a trop de power, puis la transmission va lâcher. C'est la même chose pour un athlète. Si tu ne travailles pas ces choses-là, à un moment donné, l'athlète va break down, il va se blesser. Puis il a beau être plus fort, c'est ça, il a beau être plus fort, plus rapide, il ne performera pas parce qu'il ne sera pas dans la game. Mais l'investisseur immobilier, c'est la même affaire. Il a bien beau avoir plus de portes, mais si le marché en vire de bord, là, il peut dégringoler rapidement. Sa machine, justement, comme le parallèle, la biomécanique n'a pas été bien faite et tout. Ça. Si sa machine n'est pas bien huilée, structurée, ben, le cycle de marché peut rentrer dedans. Ben, c'est l'effet domino. C'est là que les gens ils tombent, qu'on n'entend pas parler parce que, justement... Un domino tombe, puis le reste part. Puis, tu sais, je veux dire, on a déjà ces discussions-là un peu hors caméra, puis on nommera pas de nom sur caméra, mais on connaît certains propriétaires immobiliers qui ont des parcs d'envergure, puis ça tient par... c'est le niveau de leverage est tellement élevé. Ça tient par de la ficelle. Ça ne prendra pas grand-chose pour que ça tombe, ça, là tu sais. Non, c'est ça. Puis ça, c'est pas juste en immobilier, même les entreprises financières, n'importe qui grossit trop vite, qui n'a pas les bons mécanismes de gestion de risque. Puis tu sais, je dis pas ça
pour faire en sorte que des gens aient l'air tata ou qu'ils ne soient pas bien structurés. Je dis ça parce que c'est plate, parce que c'est pas obligé d'être comme ça. Puis on ne veut pas que ça arrive à aucun de nos étudiants, puis aux gens qui écoutent, que vous soyez étudiant chez MREX ou non. On ne veut pas que ça vous arrive. Ouais. C'est évitable. Oui, puis je pense, on en jase souvent, moi, plutôt, je pense que notre vision par rapport à ça, c'est que les investisseurs immobiliers qui commencent, qui se forment, qui s'éduquent, qui apprennent justement l'ingénierie financière de base, on veut qu'ils développent cette mentalité-là, quitte à ce que s'ils ne le font pas eux-mêmes, qu'ils savent que ça existe, que leur mentalité, parce qu'à un moment donné, c'est pas tant... Oui, c'est des connaissances, mais c'est une mentalité qu'ils doivent avoir. Parce que c'est toutes ces choses-là derrière, puis qu'à un moment donné, plus ça prend de la profondeur, plus c'est ça qui drive tes actions après, puis tes décisions. Est-ce que je vais-tu engager telle personne pour faire ça, ou je vais-tu mettre en place, me discipliner 2 fois par année, là, je m'enferme pendant 3 jours avec mon ordi, là. Puis là, le chiffrier, je le connais quand même, mais là, je remets à jour tous mes immeubles, je remets à jour mes chiffres. Je fais le backtesting là, qu'on a parlé plus tôt. Je regarde mes valeurs économiques sont rendues où, c'est quoi mes niveaux de levier auxquels j'ai accès. Je regarde les projections que j'avais mis, exemple, dans une analyse DCF qu'on fait dans un chiffrier. On sait que c'est très sensible, par exemple, au taux d'intérêt futur, au refinancement, au TGA futur, aux augmentations des loyers, aux augmentations des dépenses. Souvent, les gens vont juste mettre comme une augmentation des loyers de 2 % par année, puis l'inflation de dépenses de 2 % mais on sait très bien que c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la réalité, donc c'est important d'aller backtester pour voir, OK, comment est-ce que je projette mes affaires? Parce que des fois, si tu sous-estimes, mettons, la croissance des loyers, tu vas trouver qu'un immeuble n'est pas cher, pas assez cher, qui est trop cher. C'est peut-être parce que tu as juste sous-estimé tes projections. Ça peut arriver le contraire aussi, peut-être de surestimer tes projections. Non, puis c'est ça qui te permet de développer j'aime pas tant que ça le mot instinct, ça fait comme si c'était au fil, mais en même temps, une intuition que, OK, je l'ai analysé plusieurs, puis le marché, c'est de même, puis au moins, ça te donne pas la vérité là, infuse sur ce qui va se passer, mais ça te donne des ranges de ce qui est possible, puis là, ça te permet de tester plus. Mais l'intuition est importante, parce que mettre à l'aise avec... Dans tous les investisseurs à succès à la bourse, à l'immobilier, on l'a tous déjà vu, les 4 étapes là, de l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente, puis l'étape finale, c'est la compétence inconsciente. C'est ça que je parlais quand tu dis c'est de l'intuition. Quand c'est ancré en profondeur, c'est des choses que tu as digérées, puis redigérées, Puis l'idée, c'est d'arriver là, mais pour arriver là, il faut mettre en place des systèmes, des processus. Puis un des systèmes processus, les systèmes de processus, ça n'existe pas juste en gestion, ça existe en ingénierie financière. Exemple très, très simple comme processus ou système, c'est de dire, 2 fois par année, je recalcule mes analyses de toutes mes acquisitions ou même les immeubles que je n'ai pas achetés pour questionner ma méthodologie, pour me remettre à jour. Puis c'est incroyable, les choses. On parle beaucoup de formation, puis on le sait, je veux dire, on a le collège MREX, on est enseignant là, beaucoup de ce qu'on fait est autour de ça, mais de la formation, c'est pas juste dans un cours non plus, là. Tu dois continuellement te former. C'est pas juste à travers des cours puis de la lecture de livres, c'est à travers même tes acquisitions puis tes non-acquisitions. Puis c'est drôle parce que souvent les gens vont dire « Ah, pas besoin de formation, prends de l'expérience. » OK, mais en fait, c'est les deux ensemble. Mais de l'expérience, c'est pas juste parce que tu as acheté des blocs que tu as de l'expérience. De recalculer ces analyses-là de ce que tu as acheté puis de ce que tu n'as pas acheté, c'est ça qui va te donner de l'expérience. Exact. Puis en plus, ça va te former. Exact. Puis, tu sais, un point aussi, là, quand tu regardes ça, de regarder de façon rétrospective, c'est vraiment comme, quand on dit on ne veut pas acheter parce que c'est trop cher, OK? Ça se peut que ce soit la vraie chose. Ouais, ça se peut. Ça se peut que ce soit que c'est trop cher. Par rapport à tes paramètres à toi. L'important, c'est de comprendre pourquoi c'est trop cher. Moi, j'ai déjà fait, je me rappelle, c'était un tutorat là, pour un des cours qu'on donne, puis les étudiants m'avaient amené un 8 logements à Longueuil qui était à 1 200 000. Puis là, les prix sont en train de monter en ce moment, là, on s'entend. Là. Mais là, c'était plus tôt dans l'année, la flambée des prix, la compression des TGA n'avait pas commencé. Puis là, il était à 1 200 000. Puis là, je leur ai dit, dans le fond, la question qu'il faut que vous vous posiez, là, vous savez ce qu'on va faire avec. On va faire des rénovations, on va sur un horizon donné. On va dire, on va faire un test sur 3 ans, là, augmenter les loyers, faire des beaux appartements. Puis là, dans le fond, si tu veux atteindre 25 % de rendement sur ton investissement, c'est à combien que les loyers doivent être pour que à ce prix-là, tu as ton 25 tu as ton 25 % Puis on est arrivé à la conclusion que c'était des 4,5 à Longueuil, puis que
Dans le fond, le vendeur, implicitement dans sa tête, si toutes les autres hypothèses sont égales, là, puis comme c'est normalement Longueuil, le vendeur dans sa tête, c'est qu'il allait louer ses 4,5 à 1400 d'ici les 3 prochaines années. Est-ce que ça va arriver ou pas? Je ne le sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je sais que j'ai des 4,5 que, voilà, 2-3 ans, se louaient à 900$ par mois, qu'aujourd'hui, je les loue à quasiment 1200. OK? Mais le passé, pas tout. Mais au moins, je sais ça. Mais c'est ça ce qui fait partie de l'intuition. Fait que, est-ce qu'il est trop cher? Peut-être, mais au moins, tu vas savoir que c'est parce que tu vas dire moi, je ne crois pas à ça, 1400 dans 2-3 ans. Puis ce qui est important dans ce que tu viens de dire, je pense que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne comprennent pas la nature de la bête puis de ce qu'on fait. Puis j'entends souvent mais c'est trop spéculatif. Là, récemment, d'ailleurs, il y a des gens qui parlaient d'un investissement dans une ville américaine là, que je ne nommerai pas, qui est une ville qui a une démographie pitoyable. Je pense que c'est horrible. Conseiller à quelqu'un, exemple du Québec, d'aller investir dans cet endroit-là, c'est borderline irresponsable, mais je vais m'abstenir pour le reste. Mais tout ça pour dire que à ce niveau-là, les gens disent « Ouais, mais on va investir là parce qu'il y a plus de cash flow. » Comme un peu un Shawinigan. Puis, je tape tout le temps sur le clou de Shawinigan, je suis vraiment désolé. Pour les gens qui écoutent et qui visionnent, là, j'aime bien Shawinigan, le trou du diable, puis je suis pas en train de dire de ne pas investir là. Il faut juste investir là en connaissance de cause. Oui, c'est ça. Mais mettons, il y en a qui vont dire... C'est ça, mais il y en a qui vont aller là pour le cash flow en disant « Ouais, mais le cash flow, tu sais, dans le fond, c'est moins spéculatif. » Mais puis de l'investissement puis de la spéculation, c'est deux choses. Mais c'est pas vrai. Un investisseur immobilier, c'est un spéculateur. OK? Faut que tu spécules. Ça fait partie de la nature. C'est des hypothèses. Fait que l'hypothèse, comme je te dis... Tu peux pas spéculer. Les chiffres veulent dire quelque chose. Fait que dans ce cas-là, les chiffres voulaient dire que l'hypothèse, c'était que les loyers étaient à 1400. C'était ça l'hypothèse. Sinon, j'aurais pu jouer avec les constructions, mais mettons que je focusais sur celle-là. Je laisse les autres égales. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ultimement, si je choisis de l'acheter à ce prix-là, c'est que je spécule que les loyers vont monter de 103. Ton indicateur de confiance, et tu sais, dans le fond, c'est que l'indicateur de confiance est plus haut ou plus bas, dépendamment des cas. La personne qui va aller à Shawinigan va dire « Je m'en vais pour acheter le cash flow. » OK, mais toi, tu te bases que les chiffres que tu vois, tu spécules que c'est ça qui va arriver. Moi, peut-être que je n'irai pas parce que je spécule qu'il y a trop de risques que ces chiffres-là ne se réalisent pas. Exact. Et vice-versa, peut-être que l'immeuble à Longueuil, que toi, l'investisseur de Shawinigan, tu dis « Ben non, ça n'a pas de bon sens, ça ne montera pas à 1400 les loyers. » Tu as spéculé contre ça. Moi, j'ai spéculé pour ça. J'ai pris la décision. Ensuite, je dois vivre avec cette décision-là. Tu dois vivre avec cette décision-là. En fait, tout ça pour dire que, comme investisseur immobilier, tu dois spéculer. Mais tu dois spéculer intelligemment. Exact. Tu dois augmenter les probabilités de réussite. Ça se fait par la formation, l'éducation, l'expérience, le backtesting, comme on disait, et de comprendre la nature spéculative de ce qu'on fait, que dans le fond, on est un peu comme des joueurs de poker. Puis c'est drôle parce que le poker, c'est vraiment le jeu qui ressemble le plus à l'investissement immobilier. Puis les plus grands joueurs de poker rejouent toujours leurs mains. Tous les jeux que... Tu sais, si tu veux jouer sur le World Series de poker, là, j'en connais quelques-uns qui sont allés, là, puis ils sont continuellement en train de rejouer les jeux qu'ils ont joués. Pourquoi? Parce que c'est ces jeux-là qui les amènent à continuer à devenir meilleurs, puis à les éduquer sur... à avoir des situations de jeu, puis de comprendre comment ils ont réagi à ce moment-là. Puis avoir des hypothèses peut-être. Dû réagir. C'est ça. Comment mieux spéculer, finalement. Tu sais, dans le fond, c'est une game de comment mieux spéculer. Making tout le temps. Exactement. C'est toujours des bets. Tu sais, on est toujours en train de placer des gageurs, dans le fond, au final. C'est ça que l'investisseur immobilier fait. Il place des gageurs, puis il gère le risque puis les probabilités par rapport à ces gageurs. C'est ça, puis c'est la partie de gestion de risque, puis tout ça, parce que quand on parle de bets, le monde va penser le casino, le spéculateur, c'est le gars qui pompe du cash. Ouais, mais ça, c'est du blackjack, puis de la roulette. Mais le poker, c'est la bonne chose parce que, oui, il y a des probabilités, mais il y a énormément de stratégie, puis énormément de gestion de risque. Parce que là, tu peux augmenter les probabilités. Oui, il y a de la chance, mais tu peux augmenter tes probabilités de réussite. Oui, puis tu peux gérer un risque que ta décision-là, tu vas y aller. Quand tu y vas all-in, quand tu y vas, tu choisis les moments que tu fais ça. Puis là, je ne suis pas un expert de poker, loin de là. Non plus, mais c'est très intéressant. J'ai saisi, ça fait longtemps que le jeu y est monté de même. Puis l'investissement immobilier, c'est un petit peu la même chose. Là. Très semblable, c'est clair. C'est de la prise de décision, puis c'est de la gestion de risque. Puis oui, il y a des calculs là-dedans. Là. Puis même le jeu d'échecs, je ne sais pas si tu as regardé ça, là, mais il y a une série limitée en ce moment sur Netflix. Non, je vais checker ça. Puis
je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est sur les échecs, justement, sur une genre de prodige d'échecs. Une petite fille qui devient prodige d'échecs, puis elle est continuellement en train de rejouer les tableaux qu'elle a eus auparavant, puis même elle rejoue les tableaux de d'autres grands maîtres pour être capable de mieux jouer dans le futur. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu comprends la nature spéculative, puis je pense que les gens n'aiment pas ça de dire qu'il y a de la spéculation en investissement immobilier parce que ça leur fait peur. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est d'accepter que le mot spéculatif, il est péjoratif. Ça donne une impression de ne pas avoir de contrôle sur ce qu'on fait. Ça mais fait en penser, réalité, mettons, de Big Short, là, le monde, le côté greedy. Mais là, ça, c'est du gambling. Pour moi, ça. c'est pas la même chose gambling que spéculation. Oui, c'est ça. C'est juste de comprendre que ce mot-là, il y a comme deux sens dépendant de comment tu l'utilises. Le meilleur investisseur, c'est lui qui est le meilleur spéculateur. Ouais. C'est lui qui est capable constamment de placer des espèces de gageures stratégiques et intelligentes basées sur du data, puis de la connaissance, puis de l'expérience, puis de la lecture du terrain puis du marché dans lequel on est. Puis qu'au final, dans la somme de tout ça, il est gagnant. Et même, tu sais, puis j'en parlais dans un immobilier déchiffré, qu'il y a deux manières d'investir en immobilier. Tu peux investir en cherchant à avoir le rendement médian ou moyen du marché. Tu sais, comme tu achètes un fonds initial à la bourse, tu vas avoir la performance de la bourse. Les gens sont bien contents que ça parce qu'ils disent si la bourse sur 20 ans génère en moyenne 12,7 % par exemple, bien, je suis bien heureux d'avoir 12,7. Je sais que ça va fluctuer d'une année à l'autre. Bien, si le marché immobilier multilogement, on dit qu'il va générer, je ne sais pas moi, 16 %, il y a bien des gens qui sont bien heureux d'avoir le 16. Il faut que tu te poses comme question, est-ce que tu es heureux d'avoir le 16 premièrement? Oui. Il y a des manières, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses pour avoir le 16. C'est pas de donner le 16. Hein. Il y en a qui vont avoir du 8, puis du 10, puis du 12, puis du 0, puis du moins 20. Hein. C'est des perdants, c'est juste qu'on ne les voit pas. Mais je pense aussi comme investisseur, je pense que surtout des gens comme nous, que pour nous, on travaille dans l'ingénierie financière. Les gens d'ingénierie financière aussi, un gros partie de notre travail, c'est de générer de l'alpha. C'est de battre le marché. Pourquoi que je voudrais faire 15 comme tout le monde à la moyenne? C'est pour ça que tout le monde est en immobilier d'abord. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit que c'est une classe d'actifs qui a beaucoup d'alpha à faire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui génèrent pas vraiment du alpha, mais ils pensent qu'ils génèrent du alpha. Exact. C'est juste qu'ils ont pris plus de risques, fait qu'ils ont eu plus de rendement. Mais ça, c'est pas du alpha. Du alpha, c'est de prendre le même risque que le marché. Le marché, disons, on va prendre 10 de risque, puis le marché génère du 15 %. Bien, si tu prends 10 de risque et tu génères, mettons, du 20-25, tu as généré du alpha. Tu prends 15 de risque puis tu génères du 20 de rendement, tu n'as pas battu le marché. Tu as juste pris plus de risque au final. C'est en relatif. C'est ça, exactement. Fait que, je pense que c'est toutes des choses hyper importantes à comprendre pour les gens. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'épisode, s'il y a bien une chose qu'on veut que moi et toi, les gens, que vous ayez fait le certificat d'ingénierie financière ou la Meurthe ou que vous n'ayez pas fait de cours chez MREX, peu importe, que vous comprenez que l'analyse de vos immeubles puis l'analyse de vos portefeuilles, ça ne peut pas juste se faire une fois à l'achat ou une fois de temps en temps. C'est un travail qui doit être fait activement. Puis vous allez nous remercier, honnêtement. Là. Si vous nous écoutez aujourd'hui, là, puis que vous le faites, puis que vous investissez le temps pour le faire, je suis convaincu que dans 2, 3, 4, 5 ans, il y en a qui vont venir nous voir et dire hey, merci les gars, c'est vrai que ce serait la plus belle récompense pour nous. C'est clair, c'est clair. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qu'on a à cœur ultimement, moi puis toi, c'est que les gens puissent investir intelligemment. Ouais. Tu sais, l'immobilier est souvent associé au rêve. Ouais. Puis, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Beaucoup de vendeurs de rêve. Puis on essaie toujours d'amener les gens à un réalisme, mais je ne suis pas contre le rêve. Là. Ben non. Non plus, je le sais. Là. C'est juste que équipe-toi, si tu veux rêver, équipe-toi. Là, fait que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est de voir comment que les gens peuvent être outillés. Ouais. Pour que ça se réalise. C'est clair. Pas juste dans la motivation. Oui. Non, en outils concrets. C'est ça. Puis moi, ce qui me fait le plus de joie, là, c'est de voir des étudiants de 2-3 ans ou des investisseurs immobiliers que j'ai conseillés, des clients que leurs trucs réussissent parce qu'ils ont fait les choses comme il faut. Puis c'est ça ultimement la belle récompense. Là. Puis c'est pour ça que le monde peut venir trouver gossant avec ça. Hey, le clou de l'ingénierie financière, ce terme-là, arrêtez de nous garrocher. Ouais. Mais c'est à cause que, moi plutôt on le dit depuis le jour 1, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse ou de l'investissement comme plus structuré, ça devrait être pareil en immobilier. Là. C'est clair. C'est de la gestion de portefeuille, ça devrait se faire en immobilier. Ouais. Là. C'est de la finance. C'est de la finance. C'est ça, tu as un portefeuille d'actifs financiers. Oui, il y a de l'entrepreneuriat qui se mêle à ça. Ouais. OK? Il y a comme
Tu sais, comme le Service à la clientèle, comme de le l'hôtellerie service à la un peu. clientèle. C'est vraiment comme une business, mais ça l'opère dans un marché qui est financier. C'est ça, c'est drivé par la finance. C'est drivé par la finance, c'est drivé par les taux d'intérêt, Mm. qui, eux, sont drivés par l'économie, que c'est drivé par l'immigration, toutes sortes de choses, que c'est économique Ouais. et financier. Puis ultimement, c'est pour ça que... Puis après ça, tu sais, on a donné les exemples des premiers balbutiements d'un parc, mais après ça, il faut que tu sois capable de switcher. Après, tu as 2-3 immeubles, là, tu en as 10, puis tout. Tu vas être capable de gérer ce portefeuille-là C'est financièrement. clair, c'est clair. Tu sais, tu vas être capable de gérer la fréquence des refinancements, ta liquidité à travers ça, Ouais. ton risque de liquidité, parce que si tu restes, c'est le fun, là, on aime tout ça se leverager à 110 pour Ouais. acheter des immeubles. Là. Ouais. Quand tu es rendu à 200 portes, là, le petit 10 d'extra en dollars, là, ça commence à être des gros dollars. là. Oh, oui. Ça devient C'est- plus tough. Là. Quand un imprévu, ça devient 600 000, puis que tu es à côté encore, à un moment donné, 600 000, je peux même croire que tu as des beaux réseaux de contacts, puis tout. C'est plus tough à trouver que dans le temps que c'était 10 000. là. C'est clair. Dans le temps que ton imprévu, c'était 10 000. Fait que Ouais. plus ton portefeuille est scalé, plus que ce genre de structure financière-là, c'est important que ce soit là. Fait que là, ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. C'est là que l'ingénierie financière, le deuxième niveau, c'est, oui, tu commences ton parc avec le premier niveau, mais tu vas être capable de passer au deuxième niveau Ouais. quand que ça va être le temps de le faire pour continuer à soutenir les fameux rendements de 25, 30, 35 que tout le monde essaye de... Le alpha que tu essaies de Ouais. générer, Puis un de moment- continuer à le générer. Puis à un moment donné aussi, puis le troisième niveau, ça arrive, exemple, tu sais, on va prendre des exemples des Ray Dalio et des Howard Marks, tu sais, c'est des exemples extrêmes peut-être, là, tu vas me dire, à la bourse. Mais quand tu arrives au troisième niveau, là, c'est peut-être même plus de générer du alpha. Tu as généré assez d'alpha pendant longtemps que là, tu veux juste comme avoir Parker ton un cash. meilleur bêta, donc avoir un meilleur profil de dissonance entre le risque puis le risque de marché et Ouais, tout c'est ça. Puis tu veux juste comme là générer un rendement ou un cash flow. Puis tu ne veux plus prendre ces risques-là, tu veux commencer à déleverager. Mais quand est-ce que tu le fais? Exact, Comment tu le c'est fais? ça. C'est l'ingénierie financière qui va te driver sur ces prises de décision de Oui, portefeuille-là. c'est ça. C'est tu sais. quoi le bon moment pour te déleverager? Ouais. Le fameux l'indépendance financière qui est beaucoup liée au cash flow Ouais. passif. Puis d'ailleurs, tu as écrit tu as rédigé un article là-dessus que Ouais. j'invite tout le monde qui écoute. Si c'est pas fait, si vous n'avez pas déjà lu l'article là-dessus, tu as rédigé un article sur l'indépendance financière sur le journal MREX. Allez sur le site de MREX, vous allez le trouver. D'ailleurs, tu as parlé grandement de ça, à un moment donné, de l'évolution de ta prise de décision. Puis, Non, c'est ça, exact, parce que le rêve de tout le monde, c'est d'avoir du cash flow passif. ouais, Mais il faut comprendre mathématiquement, puis c'est ça que l'article essaie de vulgariser un Ouais. peu, mais mathématiquement, ça se structure de la liquidité Ouais. passive. Ouais. Mais ça prend une certaine valeur nette, ça prend des investissements avec des taux de liquidité différents. Mais là, toi, tu es en croissance, ça fait 6-7 ans là, que tu bûches là, à 80 heures semaine dans ton parc. Ouais. Puis là, ça commence à grossir tes affaires. C'est quand le moment de calmer le jeu? Ouais. Comment cette transition-là comment se le fait? faire? Est-ce que c'est de commencer à stratégiquement vendre certains immeubles, leur placer le cash dans autre chose? Ou à partir de là, tous les nouveaux immeubles que je vais acheter, ça va être par exemple du multilogement neuf Ouais. avec des plus hauts taux de liquidité, surtout en ce moment avec les taux d'intérêt qui sont bas. Là, le cash on cash, ces immeubles neufs SCHL, C'est extraordinaire. là. il est extraordinaire. C'est-tu de me développer un portefeuille de prêts privés, on the side? Tu sais, c'est comment que je fais pour transformer tout ce bel argent-là que j'ai travaillé à faire en C'est-tu d'a- liquidité c'est-tu qui d'aller- continue à travailler comme il faut. C'est-tu en d'aller plus. investir dans les REIT? On l'a vu d'ailleurs, un grand investisseur immobilier récemment, je pense que c'est hier, il vient d'investir 200 millions dans des REIT, justement dans le Communard, parce que l'action de Communard est rendue assez bas, puis lui spécule que la valeur intrinsèque du portefeuille est plus élevée que, Ouais. que la valeur de l'action. Tu sais, tu vois, lui, c'est un investisseur qui est transféré d'un parc immobilier à un Passif, mais 100% passif. tu sais. 100% passif. Vu que ça reste lié à l'immobilier, il aurait pu le placer en bourse, mais il devait avoir une compréhension du marché qui C'est faisait ça. que, selon C'est lui, le portefeuille de Cominor, fait que, tu sais, Ouais. il a pris ses atouts d'investisseur immobilier Exact, puis là, il les a exact. transposés dans C'est son ça. analyse. Mais ça se peut aussi, là, on est des investisseurs immobiliers, mais le jour que la personne a son objectif, je sais pas moi, de 250 000 de revenus passifs par année, Ouais. ben peut-être qu'il va prendre 50% de son portefeuille puis le placer en bourse dans des actions en dividendes. là. Exact. C'est clair. Peut-être que ça va être ça, en plus de gérer le risque d'illiquidité, de garder son portefeuille leveragé immobilier,
pour Peut-être aller investir des fonds rendement. indiciels, puis Tu sais, puis faire un paquet de trucs, tu sais, puis... il y a toutes sortes de façons de structurer ça. C'est ça. Puis ça va être important pour les investisseurs immobiliers, même qui se sont bien formés, de pouvoir être conscient de leur évolution. discerner dans leur évolution. Puis même moi, personnellement, je suis là. Ouais. J'ai donné un gros coulé 3-4 dernières années. Puis je dis pas que je fais ça demain, mais ça commence à rouler dans ma tête. là. Ouais. OK, c'est quand que je slack un peu. Pas au niveau, je veux continuer, là, mais c'est quand que je calme la machine, la bête que j'ai nourrie, Ouais. là, puis que je transitionne un petit peu, là, pour Ouais, me ouais. donner un petit peu de lousse. C'est clair. Non, c'est une discussion que... Puis n'importe qui va devoir arriver à ça. J'ai déjà eu des discussions, je pense avec Max Boutin en Floride, là, quand on est allé là-bas, on jasait de ça. Là. Ouais. C'est que c'est un gars qui avait beaucoup travaillé les 2-3 dernières années, puis à un moment donné, tu as beaucoup travaillé, tu as créé beaucoup de valeur. Ouais. Mais là, OK, tu peux commencer à quand même restructurer ça pour plus être obligé. Là, moi, je suis arrivé ici dans ma Hyundai Elantra 2008. Là. Ouais. Tu sais, je suis le gars qui a tiré l'élastique de la. Ouais. Tu sais, de comment te priver pour générer plus. Mais à un moment donné, ces sacrifices-là payent. Puis là, c'est le temps de voir comment je structure ça Ouais. pour profiter un peu de la vie. Je pense que c'est Absolument. ça que tu as fait un peu dans les 2 dernières Ah, années. Toi moi, aussi, de ton je l'ai fait côté, aussi. là. Là, Tu sais, fait que c'est quelque chose que chaque personne, si vous n'êtes pas là maintenant, vous allez avoir d'ici 1 an, 3 ans, peut-être 5 ans, Ouais. mais il faut que vous soyez capable, il faut que les gens soient capables d'avoir cette évolution. d'avoir là. cette évolution-là, puis de structurer financièrement leur portefeuille C'est clair. comme il faut à ce moment-là. C'est clair. Hey, merci beaucoup comme à l'habitude. Ça a été, on s'est emporté. Ça a été. Ça a emporté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, si vous en voulez plus, vous savez où nous trouver au Certificat d'ingénierie financière puis à la Meurthe Multilogement. Puis sinon, on va être présent comme qu'on l'est toujours à travers les réseaux sociaux puis les différentes chaînes du Collège MREX. Merci beaucoup, Phil, d'avoir été là aujourd'hui. Yes. Merci, Nick. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez pousser votre carrière d'investisseur immobilier, je ne peux pas m'empêcher de vous inviter à prendre de l'information sur le certificat en ingénierie financière. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a créé ce certificat-là. Que vous soyez à vos débuts comme investisseur immobilier, que vous soyez un investisseur immobilier expérimenté, je suis convaincu que vous allez trouver quelque chose qui vaut l'investissement en temps, en argent et en investissement en énergie également. Donc, allez faire un tour sur le site web d'MREX. Vous pouvez demander de l'information, parler avec le directeur du collège. Et j'espère vous voir bientôt dans une de nos salles de classe, que ce soit virtuel ou en personne. Investir en immobilier multilogement n'a jamais été aussi populaire et aussi simple. Mais pourtant, ça n'a jamais été aussi complexe. Je suis convaincu, comme la plupart des investisseurs immobiliers, vous n'avez pas assez accès à des deals, vous n'avez pas assez de capital, vous n'avez pas assez de temps et pas assez d'énergie par rapport à vos ambitions et par rapport à vos objectifs. C'est pour ça que l'ingénierie financière est aussi importante, parce qu'on le sait qu'on travaille avec des ressources limitées et l'ingénierie financière nous permet finalement de créer du levier. Non seulement du levier au niveau du capital, mais aussi du levier au niveau du capital humain et du levier au niveau de notre temps et notre énergie. Le certificat, c'est 10 chargés de cours et professeurs qui sont les élites dans leur domaine spécifique en investissement immobilier. Parce que chez MREX, on le sait que vos compétences et vos connaissances sont constamment en construction, pareil comme l'immeuble en arrière de moi.